Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux de me prononcer aujourd'hui sur ce débat d'urgence concernant la situation en Haïti, qui est, ma foi, très préoccupante. Et j'aimerais peut-être, juste pour faire une entrée en contexte, vous parler un peu de quelques statistiques concernant le tremblement de terre en Haïti, juste pour vous donner une mesure un peu de la difficulté que ça représente. Alors, le tremblement de terre du 12 janvier dernier a causé des dommages sans commune mesure. On parle de 222 570 personnes qui ont été tuées, 300 000 qui ont été blessées. Environ 1,3 million de personnes vivent dans des abris temporaires dans la région de Port-au-Prince et 600 000 personnes ont quitté les régions sinistrées pour se réfugier ailleurs au pays. Les capacités de l'État haïtien ont été grandement handicapées. On estime que plus de 60 des infrastructures gouvernementales, administratives et économiques ont été détruites. Un tiers des 60 000 fonctionnaires haïtiens, c'est déjà pas beaucoup, c'est pas déjà un gros État, un État assez faible, mais un tiers ont été tués lors du tremblement de terre. La moitié des 8 500 prisonniers d'Haïti se sont évadés. 101 fonctionnaires des Nations unies sur les lieux au moment du tremblement de terre ont perdu la vie. Le palais de justice, le ministère de la Justice, de la Sécurité publique, ainsi que les palais législatifs ont été détruits. Plus de 105 000 maisons furent détruites et plus de 208 000 endommagées. 1,5 million de personnes se sont retrouvées sans abri. Près de 4 000 étudiants haïtiens sont morts. 1 234 écoles ont été détruites et 2 500 ont été endommagées. Les dommages sont estimés à 7,9 milliards de dollars et 70 des dommages ont été subis par le secteur privé. La valeur des besoins s'élève à 11,5 milliards de dollars, soit 50 pour les secteurs sociaux, 17 pour les infrastructures et le logement, et 15 pour l'environnement et la gestion des risques du désastre. La Croix-Rouge travaille afin d'offrir une aide aux Haïtiens. 80 000 ménages ont reçu des habitats temporaires, 95 000 ont reçu des soins médicaux et 90 000 mètres cubes d'eau ont été distribués parmi 118 sites. La raison pour laquelle, Madame la Présidente, je tenais à faire cette entrée en matière, c'est pour qu'on se rappelle la gravité de ce qui s'est passé. Et vous savez, la situation dans laquelle on vit à notre époque, avec une présence incroyable des médias en ligne, des médias en temps réel, des chaînes de diffusion de nouvelles, c'est que on est touché, on est frappé par des événements, et après ça, veut pas, ils nous échappent, ils partent de notre esprit. Et c'est un peu le danger pour n'importe quel des drames qui se passent dans le monde, et ceux d'Haïti n'en font pas partie. Alors, je pense que c'est bon de rappeler la gravité de ce qui s'est déroulé là-bas, et on pourrait rajouter à ça, à ce qui s'est déroulé après, d'abord le choléra qu'on voit venir ces temps-ci, qui représente un problème supplémentaire pour les gens en Haïti, comme s'il y en avait de besoin. Et puis là, ben, il y a les questions, les considérations qui viennent avec les élections législatives et présidentielles, le désordre et le climat de violence que ça a engendré. Vous savez, je vais citer Denis Laferrière. Peut-être que vous le connaissez, Madame la Présidente, Denis Laferrière, auteur québécois d'origine haïtienne, célèbre au Québec et partout dans la francophonie, qui disait les Québécois, le Québec a tout sauf l'indépendance et Haïti a rien sauf l'indépendance. Évidemment, ce petit clin d'œil sert à rappeler que les Haïtiens, depuis longtemps, se sont pris en main, forment un peuple indépendant qui peuvent décider de leur propre destinée. Mais évidemment, cette indépendance-là n'a de sens que si le peuple est véritablement maître de son destin.
Et pour ce faire, il doit se choisir des dirigeants. Et à mon sens, cette réalité-là, ce besoin de se choisir des dirigeants est l'essence même de la démocratie et de l'indépendance d'un pays. Alors, je ne peux m'empêcher, devant toutes les douleurs qui se passent, toutes les difficultés qui se passent présentement en Haïti, d'offrir mes pensées les plus sincères au peuple haïtien, qui est un peuple fier pour les Québécois. Vous savez, Madame la Présidente, que plus de 90% de la diaspora haïtienne, des ressortissants haïtiens qui sont maintenant installés au Canada, le sont au Québec. C'est la seule autre nation en Amérique qui a comme langue d'usage et officielle le français, avec le Québec. Alors, les troubles présentement qui ont lieu autour de l'élection présidentielle ne doivent pas occulter le fait que la démocratie et la gouvernance de l'État haïtien ne reposent pas que sur les épaules du président, ou ne devraient pas essentiellement reposer sur les épaules du président, comme c'est le cas actuellement. Je l'ai évoqué plus tôt aujourd'hui, j'ai eu l'occasion en 2006 d'aller faire une mission dans le cadre des élections législatives, une mission parlementaire pour rencontrer les parlementaires haïtiens. Et la différence entre le palais présidentiel somptueux sur un beau terrain vert et celle du palais législatif, un ancien bureau de l'Office de tourisme où les députés étaient entassés les uns sur les autres, démontrait l'importance relative, complètement déséquilibrée, en faveur du président qu'il était accordé dans l'esprit de beaucoup d'Haïtiens et à tout le moins dans l'esprit de la façon d'exercer la politique telle que c'est le cas actuellement, donc l'importance démesurée qui est accordée à la présidence. Et j'espère que les événements actuellement, où on nous parle essentiellement effectivement de la présidence haïtienne, des 3 candidats qui se la disputent et des problèmes que ça passe pour le deuxième tour, ne va pas nous faire mettre de côté l'importance de réfléchir au fait qu'il y a aussi des élections législatives et qu'il y a aussi des parlementaires qui doivent avoir une légitimité, qui doivent représenter leurs citoyens et qui devraient être un mécanisme fondamental dans l'exercice de la démocratie en Haïti. Plus particulièrement lorsqu'on vit une crise comme c'est le cas actuellement. Et j'ai toujours été préoccupé, à tout le moins depuis cette mission en 2006 où j'ai rencontré des parlementaires là-bas, par la nécessité de renforcer le système parlementaire haïtien. Évidemment, Madame la Présidente, ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui devront le faire, qui devront y réfléchir, qui devront y travailler. Pour ma part, j'apporterai ma modeste contribution. J'ai estimé qu'il pouvait être utile à cet effet de former un groupe d'amitié, une association, peut-être pas complètement formelle, peut-être pas reconnue par la Chambre, mais une association quand même de parlementaires qui veulent établir des liens entre les parlementaires canadiens et les parlementaires haïtiens, qui veulent réfléchir à comment est-ce que le Parlement canadien, comment les députés et les sénateurs peuvent aider Haïti et qui veulent réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait appuyer les parlementaires haïtiens pour donner plus de place à cette institution-là. Et à cet effet, avec 3 autres collègues de cette Chambre, de 3 partis politiques différents avec moi, on a fondé, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, une association à cet effet, Canada et Haïti, et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les 3 autres collègues cofondateurs, que sont les députés de Bourassa, d'Outremont et d'Edmonton-Est. Et j'espère que notre association, nos partisans, nos politiques, pourra faire avancer beaucoup la situation ici.
J'aimerais parler un peu plus en détail, Madame la Présidente, du dossier de l'immigration que j'ai suivi activement comme porte-parole du Bloc québécois. Vous saviez que dans le foulée du tremblement de terre de 2010, le gouvernement fédéral avait annoncé des mesures spéciales afin d'accélérer la demande de traitement de réunification familiale. En janvier 2006, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration annonce des mesures extraordinaires pour les Haïtiens directement touchés par le séisme, dont une accélération du traitement des dossiers sous la catégorie de la réunification familiale. Alors, je les énumère, Madame la Présidente, une aide consulaire et l'évacuation d'Haïti, des citoyens canadiens qui y étaient à ce moment-là, des mesures prioritaires pour le traitement des demandes des personnes directement et sérieusement touchées par le tremblement de terre à Haïti dans diverses catégories, dont les demandes de regroupement familial provenant du Québec, l'évacuation des adoptés haïtiens vers le Canada, ça a été fait assez rapidement. Il faut dire que les traitements étaient assez avancés dans ces cas-là. La levée des frais et la prise en considération d'autres facteurs pertinents concernant les difficultés éprouvées par les demandeurs, les résidents temporaires au Canada, la levée des exigences relatives aux visas pour les travailleurs de l'aide et les évacués en transit au Canada, la levée temporaire de tous les renvois à Haïti, ça me semblait aller de soi, et des séances d'information qui ont eu lieu un peu partout. Parlons un peu plus en détail du programme de parrainage humanitaire du Québec. Au Canada, il revient au gouvernement fédéral de déterminer qui peut parrainer, qui peut être parrainé et pour quel membre de la famille le garant sera tenu de démontrer sa capacité financière. Or, depuis l'accord Canada-Québec de 1991, le Québec est le seul à s'occuper de l'intégration des immigrants sur son territoire. La réunification d'une famille étant un élément incontournable dans l'intégration des immigrants à la société québécoise, le Bloc québécois estime que la réunification familiale doit être rapatriée à Québec, qui est déjà responsable de l'ensemble des questions relatives à la famille. Qui plus est, cette mesure permettrait un traitement plus efficace des demandes de réunification familiale, ainsi que la concentration de la grande majorité des procédures au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec, tout en préservant le droit qu'a Ottawa de veiller à des considérations sécuritaires. Le gouvernement du Québec possède l'expertise pour ce faire et l'a d'ailleurs démontré en allant de l'avant avec sa propre grille de sélection pour unifier les sinistrés d'origine haïtienne, dont 90 habitent au Québec. J'en ai parlé plus tôt à ces faits. Le gouvernement du Québec, face à une situation exceptionnelle, a décidé d'adopter des mesures exceptionnelles face à l'immigration. Le 3 février dernier, il a annoncé l'adoption du programme spécial de parrainage humanitaire en vigueur de février jusqu'à la fin juillet 2010, qui favorisera temporairement la réunification des familles en permettant aux résidents québécois de parrainer notamment les frères et les sœurs et les enfants de plus de 22 ans. Cette initiative permettra au Québec d'accueillir 3 000 personnes d'origine haïtienne, en plus des 1 900 demandes de parrainage déjà en attente d'autorisation d'Ottawa. De plus, l'engagement de responsabilité financière d'une durée de 5 ans pourrait être consigné avec une autre personne résidant au Québec, apparentée ou non, afin de permettre plus aisément de satisfaire aux exigences financières. Dans le cadre de cette mesure, le gouvernement du Québec a reçu 8 354 demandes en date du 4 novembre dernier. 2 400 certificats de sélection du Québec ont été émis. La majorité des demandes en provenance du Québec attendent toujours l'approbation d'Ottawa, qui s'occupe pourtant que des questions de santé et de sécurité. À la dernière minute, le 30 août dernier, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada a émis un silencieux avis rappelant que les mesures spéciales pour Haïti prendraient fin le 1er septembre, le lendemain, Suite à l'annonce de la fin des dites mesures spéciales, un bulletin opérationnel a été publié pour donner des instructions pour le traitement des demandes des ressortissants haïtiens. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence, la fin de ces mesures-là? Le nouveau délai pour effectuer les évaluations d'admissibilité des demandes de parrainage sera de 40 jours plutôt que de 10 jours. Les demandes devant être traitées prioritairement dans un délai de 12 semaines seront dorénavant traitées le plus rapidement possible. Donc, on n'a pas vraiment d'idée de quel délai cela peut représenter.
Les frais seront à nouveau exigés, particulièrement douteux d'essayer de régler nos problèmes de déficit avec les demandes de résidence permanente en provenance d'Haïti. Enfin, commentaire éditorial, Madame la Présidente. Les ressortissants haïtiens se trouvant au Canada faisant une demande de permis de travail devront maintenant obtenir un avis sur le marché du travail valide et payer les droits applicables. Je reviendrai parce que c'est très important à mon sens. L'admissibilité au programme fédéral de santé intérimaire ne s'applique plus aux nouvelles demandes. Donc, la priorité de CIC va être changée. Et entre autres, bien que le ministère dit qu'il est très ouvert au droit pour le Québec de se doter de son propre programme, qui élargit, entre autres, la définition de réunification familiale au-delà des proches rapprochés, des proches, même si on reconnaît donc cette possibilité-là, dans les faits, les choix faits par Québec sont en deuxième priorité. Et c'est que les gens qui correspondent à la définition traditionnelle de regroupement familial établie par le gouvernement fédéral qui ont le droit à la première priorité. Notez que seconde priorité, c'est un euphémisme pour dire que ce n'est pas une priorité. Vous aurez compris, Madame la Présidente. Alors, de ce programme-là québécois, on se retrouve donc dans une situation où, je cherchais le chiffre, Madame la Présidente, enfin, au 6 octobre dernier, seulement 18 Haïtiens sont concrètement arrivés en sol québécois dans le cadre de ce programme. Alors, il y a déjà eu des milliers qui avaient été soumis, 493 demandes qui sont reçues par CIC, donc moins de 4 au 6 octobre avaient obtenu étaient rendus en sol québécois. Et on se préoccupe beaucoup du manque de souplesse du gouvernement fédéral qui souvent juge des documents non crédibles. Je vais aller rapidement parce que je vois le temps défiler. J'aurais beaucoup à dire sur l'immigration, mais le Bloc québécois est très préoccupé et estime que les permis de travail temporaires devraient pouvoir rester ouverts sans avoir besoin d'un avis sur le marché du travail. Vous savez, cet avis-là, c'est l'avis qui s'assure que des gens de l'étranger ne viennent pas servir que de cheap labor ici pour occuper des emplois qui autrement pourraient être occupés par des Canadiens. C'est un processus avec lequel le Bloc québécois, a priori, est d'accord, mais on trouve approprié que cette obligation-là soit levée pour les ressortissants haïtiens qui sont présentement en territoire québécois ou canadien. Et d'autant plus que présentement, il y a un moratoire sur leur envoi vers Haïti, puisque la situation est difficile et que c'est à peu près impossible de le faire. Donc là, on va se retrouver dans une situation où des gens qui étaient, pour X raisons, présentement en sol canadien lors du tremblement de terre, donc qui ont vu le droit de rester ici pour une période indéfinie, on leur a donc dit, vous allez pouvoir continuer à travailler, par exemple, de façon temporaire pour subsister. Bien là, potentiellement, en exigeant un avis sur le marché du travail, procédure assez complexe et qui peut ne pas aboutir puisque l'avis sur le marché du travail pourrait être défavorable, on va pousser ces gens-là en les privant de moyens de subsistance, potentiellement vers le travail au noir ou des difficultés de survenir à leurs besoins. C'est complètement contre-productif et j'espère que le gouvernement rapidement va corriger cette situation-là et va permettre aux gens dont il reconnaît qu'il est impossible de les renvoyer en Haïti dans la situation actuelle, qu'on leur permette de travailler à tout le moins pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En conclusion, Madame la Présidente, je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait par les citoyens, par l'État fédéral, il faut l'admettre, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Les Haïtiens sont d'une grande résilience, on l'a toujours dit, ils ont beaucoup souffert, il faut les appuyer. Je suis convaincu qu'ils ont la volonté de s'en sortir, ils ont du ressort. Il y a des endroits prometteurs partout en Haïti. On a parlé plus tôt en cette Chambre du cas de Jacmel, que j'ai eu l'occasion de visiter moi-même, qui a tout un potentiel pour nous
c'est à nous de le développer. And comments? The Honourable Member for Elmwood-Transcona. Well, thank you, Madam Speaker, and I want to thank the member for his comments on the debate this evening. And I know that he is an expert in this chamber on the area of immigration issues, and I know he hadn't quite finished all of his, fleshed out all of his ideas on the subject. So I wanted to give him an opportunity to explain a little more about the open-ended work permit points and others that he had. And in addition, I had been wanting to ask the government members, and I know there's one coming up next who will probably have all the answers I'm looking for, but I'm looking for the status of the matching funds program, and perhaps the member who just spoke knows a little bit about that as to how much was collected and how that whole system has evolved and is working. L'honorable député de Jeanne Lebert. Je remercie mon collègue pour sa question. Humblement, je ne pourrais pas répondre à la partie sur les fonds et est-ce que le gouvernement a déjà versé tous les correspondances avec les dons du public. Je vais laisser ça à ceux qui le savent de le dire. Je suis flatté qu'il m'ait traité m'ait dit expert de la question de l'immigration. Je le remercie beaucoup. Je ne suis pas encore expert, ceci dit, mais je suis attentivement ce dossier-là, évidemment, depuis plus de 2 ans, comme porte-parole du Bloc québécois. Et ce que sa question va me permettre de continuer un peu de parler, c'est qu'il semble avoir une incohérence dans la position du gouvernement sur les visas de travail temporaires. Si on admet qu'une personne ne peut pas être expulsée parce que la situation dans son pays est intenable, et on est d'accord au Bloc québécois avec cette décision-là, il faut lui donner les moyens pour travailler, à tout le moins, pendant la période temporaire, indéfinie pour l'instant, mais temporaire quand même, où cette personne-là se trouve au Canada. Alors, ce qu'on demande, ce n'est pas de donner une résidence permanente gratuite à ces gens-là, on demande juste de leur permettre de continuer à travailler de façon temporaire. Évidemment, je ne sais pas si ce que le gouvernement craint, c'est que ces personnes-là, en ayant un emploi officiel au Canada, viennent qu'à se qualifier pour les programmes de travailleurs canadiens et puissent demander une résidence permanente. On a un peu l'impression, et je ne veux pas faire de procès d'intention, mais on a quand même un peu l'impression que c'est ça le fond de l'histoire et que le gouvernement, en mettant fin abrupte à cette mesure de soutien-là, se dit, bien, si les gens restent et ils travaillent au noir, ils ne pourront pas après ça réclamer une résidence permanente parce qu'ils ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils se qualifient dans la catégorie de l'expérience canadienne. Alors, si ça devait être le cas, je vous soumettrais, Madame la Présidente, que ce serait un peu tordu et déplorable comme raisonnement. Ces gens-là ont besoin de notre appui. Il faut continuer à leur donner. Dans tout ce cas-là, dans l'ensemble du dossier, le gouvernement fédéral aurait pu faire preuve de plus de flexibilité, entre autres pour accorder des titres de séjour temporaires à des gens qui voulaient simplement venir voir leur famille à Montréal ou ailleurs pour prendre un peu de souffle, pour se changer un peu les idées, pour prendre un peu de recul par rapport au tremblement de terre qui avait lieu en Haïti, qui n'ont pas l'intention de venir vivre ici, qui n'ont pas l'intention de passer leurs jours dans l'hiver québécois, mais on a fait preuve d'aucune flexibilité pour ces gens-là, et c'est une autre chose que l'on déplore, Madame la Présidente. Questions and comments? The Honourable Member for Edmonton Centre. Well, thank you very much, Mr. Speaker, Madam Speaker, sorry, and I did listen attentively to my colleague, and I just wanted to clarify, is he suggesting that the Government of Canada artificially create jobs, you know, just to satisfy this need, or that we just make sure that all jobs that are out there, that everybody has an equal opportunity to get those jobs? Is he talking about artificially creating equal results, or making sure there's equal opportunity? L'honorable député John Lebert. Bon, bien, je remercie le collègue sincèrement pour sa question. Peut-être que, parce que justement, je connais bien le dossier, je me suis mal exprimé, j'ai fait des raccourcis. Alors, je vais réexpliquer depuis le début. Il pouvait, au moment où le tremblement de terre a eu lieu en Haïti, il pouvait y avoir des gens qui avaient un emploi ou qui étaient étudiants
au Canada et qui étaient eux-mêmes des ressortissants haïtiens, qui faisaient donc un séjour temporaire au Canada. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaillait sous un visa temporaire. À l'expiration du visa, le gouvernement a dit, la personne pourra renouveler son visa de travail temporaire ou demander un nouveau visa de travail temporaire, par exemple, s'il avait complété ses études, afin d'avoir le droit de travailler au Canada et de se procurer un revenu. C'était la logique du gouvernement et c'était parfaitement logique. Et là, on ne parle pas d'un nombre faramineux de demandeurs, on parle simplement des Haïtiens qui étaient présentement en transit au Canada, parce qu'on ne peut pas les retourner en Haïti. Alors, tout ce qu'on dit, c'est pourquoi est-ce que cette mesure-là, elle n'a pas été reconduite. Évidemment, il y en a qui vont être capables de passer à travers la question d'obtenir un avis sur le marché du travail. Il y en a d'autres qui ne pourront pas. Il y en a d'autres qui, par exemple, dans les emplois où il y a moins de qualifications, c'est évidemment plus difficile de prouver qu'il n'y a que vous qui pouvez occuper l'emploi puis qu'il y a une pénurie d'emplois au Canada sur ce dossier-là. Évidemment, je comprends qu'on ne peut pas inventer des emplois, puis c'est pas ça la suggestion. C'est juste que si on a quelqu'un qui est en Haïti présentement, qui est d'origine haïtienne, puis qui vit présentement ici, puis qu'on ne peut pas expulser, qu'on ne peut pas retourner dans son pays parce qu'il y a un moratoire, qu'on lui laisse l'opportunité de se trouver un emploi. Ça ne va pas perturber le marché de l'emploi. Cette mesure-là d'avis sur le marché du travail, c'est faite pour empêcher des vagues massives de travailleurs temporaires de venir déstabiliser le marché de l'emploi, puis priver les Québécois et les Canadiens d'emploi. On la comprend, cette mesure-là, mais elle n'est pas justifiée et nécessaire pour les quelques travailleurs que ça peut représenter. Je n'ai pas le chiffre, Madame la Présidente, mais je connais assez bien le dossier pour savoir que ce n'est pas un nombre qui va déstabiliser d'aucune façon le marché du travail. Le gouvernement l'avait compris parce qu'il l'a pris, cette mesure-là. Et là, il a mis fin. On dit que le gouvernement était dans la bonne voie, il aurait dû maintenir cette mesure-là au même titre qu'il maintient le moratoire sur les renvois vers Haïti. Le jour où on jugera que la situation sera assez stable pour lever ce moratoire de renvoi-là, bien, on pourra lever aussi les mesures spéciales qui permettent aux personnes qui sont prisonnières, en quelque sens, au Canada, d'occuper un emploi. Questions et commentaires? A brief question, the honourable member for Elmwood-Transcona. Just a brief question. Thank you, Madam Speaker. And the government got a lot of credit for being quick off the mark on relief efforts in the Haiti earthquake situation. The question I have, and of course they initiated the matching funds, matched all the funds that Canadians donated to the efforts. The question is, how would he rate the government's involvement in this disaster since that initial quick start? Député John Lebert. Écoutez, Madame la Présidente, je ne vais pas commencer à donner des codes de performance. Je ne sais pas si j'ai bien traduit le terme de rating. Disons que, par exemple, pour ce que je connais le plus en matière d'immigration, on a un peu l'impression qu'au début, pour la galerie, on a fait beaucoup. On a dit qu'on était ouvert puis qu'on était pour vraiment changer les choses. Mais souvent, en pratique, on a l'impression qu'on est assez proche du business as usual, Madame la Présidente, et on a l'impression qu'il y a un décalage entre le discours public du gouvernement et la réalité dans les faits de façon concrète. Encore après-demain, au Comité de la citoyenneté et de l'immigration, on va rencontrer les hauts fonctionnaires de Citoyenneté et Migration Canada pour avoir plus d'explications. Je suis conscient qu'ils font face à des difficultés importantes, qui sont très dévoués et très compétents, mais je pense qu'au niveau politique, le gouvernement pourrait donner des directives plus claires et laisser plus de latitude à ces gens-là pour vraiment passer de la parole aux actes et que l'engouement et la volonté de faire les choses rapidement et correctement qu'on voyait dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre soient encore présentes après tous ces mois-là. Et ça revient, Madame la Présidente, à ce que je disais dès le début de mon discours. Avec le temps, malheureusement, on a un peu tendance à oublier, et il ne faut pas oublier les Haïtiens qui ont besoin de notre support.